En début d'année, les manifestations iraniennes rassemblaient sur des centaines de milliers de personnes dans de nombreuses villes. Les observateurs occidentaux ont enfin posé la question que beaucoup attendaient. Le régime iranien touche-t-il à sa fin ? Un temps, il semblait que la réponse serait un oui retentissant. J'avais un pari douteux sur Polymarket à ce sujet. Les manifestations prenaient de l'ampleur chaque jour, les villes échappaient au contrôle du gouvernement iranien. On espérait que les États-Unis ou Israël soutiennent les manifestants. Certains rapports disaient même que l'ayatollah Ali Khomeini pensait fuir le pays. Ce qui aurait été l'événement majeur depuis la révolution de 1978, ayant renversé la dynastie Pahlavi et instauré le régime islamique. Un autre élément qui donnait de l'espoir aux observateurs, malgré le côté sombre que cela peut sembler avoir, c'est la manière de plus en plus désespérée dont le gouvernement iranien luttait pour arrêter les manifestations. Il semblait vraiment que le gouvernement se battait pour sa propre survie. Cependant, la situation s'est inversée et le gouvernement semble avoir remporté une victoire décisive, écrasant les manifestations et mettant fin à la question de savoir si c'était la fin du régime. Un calme étrange règne dans les villes iraniennes où des forces de sécurité armées patrouillent, imposant un couvre-feu de facto. Selon Medya Yanajad, militante iranienne interrogée par ABC, il y a un état de peur. Comment cela est-il arrivé ? Comment l'Iran est-il passé de manifestations dans ses 31 provinces à un silence étrange dans les rues ? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du régime ? Répression ? Un professeur d'histoire iranien a déclaré au Financial Times, au début des manifestations, que la réaction du régime a été, selon ses critères, relativement retenue. Il a expliqué que même avec plus de manifestants dans les rues, il n'y avait pas de peur. Aucune violence n'émanait ni des manifestants ni des forces gouvernementales, jusqu'au 8 janvier où tout a changé. C'était le 12e jour des manifestations, et une grande foule était descendue dans les rues pour répondre à l'appel lancé par Reza Pahlavi, le fils exilé du Shah, qui a été déposé lors de la révolution de 1979. Pahlavi, ex-pilote de chasse et prince héritier d'Iran, critique depuis longtemps le régime. Décrit par Al Jazeera comme le visage poli de l'opposition iranienne en exil, il est sans vite devenu une figure populaire chez des manifestants iraniens désabusés par des décennies de répression du régime. Pour Téhéran, c'était inacceptable. Le gouvernement a bloqué Internet et les appels internationaux pour empêcher la diffusion du message du Shah, selon Amnesty International. Les forces de sécurité positionnées dans les rues et sur les toits, y compris ceux des immeubles résidentiels, des mosquées et des postes de police, ont tiré à plusieurs reprises avec des fusils et des fusils de chasse chargés de plomb métallique sur les manifestants, visant spécifiquement leurs têtes et leurs torses. Les établissements médicaux ont vite été débordés, et l'image symbole de ces manifestations a fuité dans la presse internationale. Des rangées de sacs mortuaires empilés dans les morgues, tandis que les familles cherchaient désespérément leurs proches, et cela ne se limitait pas aux morgues. Des témoins qui se sont confiés à Amnesty ont décrit avoir vu des corps dans des camionnettes, des conteneurs de fret, des entrepôts. Au moment où je vous parle, Reuters rapporte que le nombre de morts a atteint au moins 5000 personnes. Les militants locaux estiment le nombre réel entre 12 000 et 20 000. En comparaison, la répression sanglante post-électorale en Tanzanie l'automne dernier, qui a choqué le monde, aurait causé 2000 morts. Ce ne sont pas seulement les meurtres qui ont rendu cette répression si efficace. Selon Mustafa Salem de Cable News Network, le régime est vite passé de méthodes traditionnelles de répression à des tactiques avancées mêlant puissance militaire et opérations psychologiques. Le gouvernement a déployé des drones de surveillance volant à basse altitude, des brouilleurs de signaux et un appareil de propagande à réaction rapide pour démoraliser les manifestants. Le gouvernement a aussi utilisé le réseau de caméras de vidéosurveillance, surtout à Téhéran, pour repérer et identifier les manifestants. Cela ne veut pas dire que ceux qui protestaient chez eux étaient en sécurité. La police a diffusé une vidéo intitulée « Son identifiable » montrant des drones survolant les immeubles à Parma pour repérer les personnes scandant des slogans anti-régime. La vidéo montrait des agents de sécurité collant des avertissements sur les immeubles et arrêtant parfois des résidents. Cependant, la seule violence, même avec les opérations psychologiques, n'explique pas l'essoufflement des manifestations. L'histoire compte de nombreux cas où une répression excessive s'est retournée contre les régimes. En 2011, le président tunisien Ben Ali a ordonné aux forces de tirer sur les manifestants. La violence n'a fait qu'augmenter la taille et la détermination des foules, menant finalement à sa destitution au Soudan.
Après les manifestations de 2018-2019 ayant causé des centaines de morts, l'armée a contraint le président Omar el-Béchir à quitter le pouvoir. Fin 2025, le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a fui après la répression brutale contre la génération Z, poussant l'armée à se retourner. Ces cas prouvent que la brutalité ne suffit pas à écraser la dissidence et peut même précipiter la chute d'un régime. Pourquoi la répression iranienne a-t-elle réussi là où d'autres ont échoué? La clé est le contrôle de Téhéran sur son infrastructure sécuritaire. Contrairement à Madagascar, où l'armée conserve une certaine indépendance vis-à-vis de l'exécutif, en Iran, le guide suprême, Khomeini, exerce un contrôle total sur les forces armées en tant que commandant en chef. Il y a aussi le fait que l'armée iranienne est divisée entre l'armée iranienne, ou Artesh, qui est loyale à l'État lui-même. Le corps des gardiens de la Révolution islamique, et sa milice Basij restent fidèles au régime et à l'esprit révolutionnaire. Bien que tous deux bénéficient du soutien iranien, le corps des gardiens de la Révolution islamique est, selon l'analyste Karl Mizakami, bien mieux équipé que l'Artesh. Même si l'Artesh soutenait les manifestants ou cherchait le pouvoir seul, il devrait affronter le corps des gardiens de la Révolution islamique, qui détient plus d'armes, est mieux formé et bien implanté à tous les niveaux du pays. Cela soulève la question. Que se passerait-il si le corps des gardiens de la Révolution islamique changeait de camp ou prenait le pouvoir, hormis son engagement idéologique envers la Révolution? Patrick Sykes, rédacteur en chef Moyen-Orient de Bloomberg, soutient que, voyant le Hezbollah peiner à passer de milice à acteur gouvernemental, le corps des gardiens de la Révolution islamique n'a pas envie de suivre cet exemple. Gouverner les rendrait responsables des crises économiques, politiques, sociales et environnementales du pays et exigerait des choix très difficiles. Pour obtenir le soutien public et international, ils doivent éviter d'être des parias comme le régime actuel, ce qui les éloignerait de leur position privilégiée d'exécutants du régime. Le régime a aussi profité d'une chose absente chez les manifestants, l'unité. Des centaines de milliers de personnes manifestaient en Iran, tandis que l'opposition demeurait très divisée, en Iran comme à l'étranger. Dina Esfandiari de Bloomberg Economics a déclaré à Cable News Network que la plupart des opposants, dont Reza Pahlavi, n'avaient pas bâti de soutien solide. Reza Pahlavi, en particulier, s'est avéré être une figure profondément clivante qui risquerait de diviser l'Iran s'il revenait au pouvoir. Cable News Network indique que l'incertitude sur la suite et le risque d'un Iran fragmenté en fiefs tribaux pesaient sur de nombreux manifestants. Cela a influencé jusqu'où il voulait et pousser le gouvernement face à une opposition divisée et une population craignant d'aller trop vite malgré son envie de réforme. Téhéran a vite réprimé les manifestations, qui n'ont pas échoué seulement à cause de problèmes internes. La communauté internationale a également joué un rôle majeur dans cet échec. Maintenant, avant que nous n'abordions ce rôle et cet échec. Petite pause pour présenter notre nouveau service réservé aux abonnés, France Echo, notre plateforme. Pour ceux qui me voient en publier 6 jours par semaine ici et pensent « Simon, tu es fainéant, fais un effort ». Chaque semaine, nous diffusons au moins 2 vidéos exclusives sur France Echo, analysant les événements qui rendent 2026 déjà épuisante, comme le XXe siècle. Pourquoi cela arrive-t-il? Je dis au moins, car il se passe tant de choses dans le monde, et jusqu'ici, nous avons publié 3 vidéos exclusives par semaine. Cette année, profitez d'épisodes bonus sur le Venezuela, la Delta Force et l'Iran. La semaine dernière seulement, nous avons fait une plongée exclusive sur ce qu'est réellement la vie des manifestants emprisonnés en Iran. Une vidéo que je qualifierais à la fois d'informative et, bien sûr, tout simplement bouleversante. Donc, si vous souhaitez plus de nos analyses dans votre vie, rendez-vous sur Frontsco et inscrivez-vous. C'est seulement 5 $ par mois, et vous avez droit à jusqu'à 3 vidéos exclusives, généralement c'est 2. Le monde était très occupé, et vous avez accès à des articles d'experts. Retour à la vidéo. Si vous refusez de payer 5 $ par mois, c'est 50 $ par an, soit 4 $ par mois selon mes calculs. L'aide mensuelle manque. Au plus fort des manifestations, le président Trump a écrit « Désolé, ça ferait 48 $, non ? N'est-ce pas ?» C'est légèrement moins cher. Au pic des manifestations, Trump a écrit sur les réseaux sociaux, citant des patriotes iraniens « Continuez à protester, prenez le contrôle de vos institutions. L'aide arrive. » Tout cela était en majuscules. La nouvelle a été crue par beaucoup dès son arrivée à Téhéran. Leurs espoirs ont grandi quand le Pentagone a demandé au personnel non essentiel d'une base au Qatar d'évacuer, certains y voyant une préparation à la guerre.
Cette interprétation a été renforcée par l'arrivée de l'United States Ship Roosevelt, destroyer lance-missile, dans le golfe Persique. Convaincu que l'aide arriverait vite, l'aide est en route, était inscrit dans le tweet sanglant ou le message sur X. Certains, comme Savas Sherzad, 38 ans, sont revenus dans la rue avec un nouvel élan. Le cousin de Sherzad a confié au Guardian qu'ils n'ont pas réussi à le dissuader de participer aux manifestations. Je cite ici, Trump a dit « Il nous soutient, j'y vais ». Il a été abattu pendant les manifestations et est décédé peu après. Nous savons tous ce qui a suivi, ou plutôt ce qui n'a pas eu lieu. L'aide américaine n'est jamais venue, et les Iraniens ont exprimé à divers médias internationaux un fort sentiment de trahison. Ce qui soulève la question, pourquoi le président Trump n'est-il pas intervenu malgré sa promesse d'aider les manifestants ? Le Washington Post indique que le 14 janvier, beaucoup au Moyen-Orient et à Washington croyaient que Trump attaquerait l'Iran. Bien que le président n'ait pas ordonné de frappe, ses principaux conseillers en sécurité pensaient qu'il autoriserait l'une des options militaires proposées. Qu'est-ce qui l'en a dissuadé ? D'après le Washington Post, Téhéran a informé via Steve Witkoff, envoyé spécial américain, avoir annulé l'exécution de 800 personnes. Donald Trump a salué ce message comme preuve que le régime iranien l'avait écouté, puis a déclaré respecter leur décision d'annuler les exécutions. Mais ce message de Téhéran ne donne pas une image complète des raisons pour lesquelles le président Trump a choisi de ne pas frapper l'Iran. À moins que vous ne pensiez qu'il est si sensible à la flatterie, même maladroite, que des régimes autocratiques pourraient le manipuler facilement. Alors, laissez-moi vous expliquer les autres raisons probables. D'abord, il y avait le risque de représailles. Des rapports récents indiquaient maintenant que l'Iran préparait des options pour cibler des bases américaines au Moyen-Orient, notamment en Irak et en Syrie, en cas de frappe. Washington avait envoyé un groupe aéronaval et une armada dans les Caraïbes pour l'opération Maduro. On redoutait que les États-Unis n'aient pas assez de puissance de feu régionale pour se défendre contre une riposte. Israël a fait part de ses inquiétudes à Netanyahou, demandant la prudence car ses stocks d'intercepteurs n'étaient pas reconstitués après la guerre. D'autres alliés comme l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie et Oman ont aussi averti Trump. Ils ont insisté sur le fait que des frappes entraîneraient un conflit majeur et inextricable dans tout le Moyen-Orient. Ils ont également souligné qu'une frappe pourrait déstabiliser les prix du pétrole et perturber le trafic maritime. Deuxièmement, il y avait le fait que la mission elle-même était extraordinairement complexe, sans aucune garantie de succès. Contrairement au Venezuela, où les forces spéciales pouvaient assez vite capturer Maduro, l'Iran posait un défi très différent. Téhéran possède des défenses aériennes, une grande armée et un vaste territoire, offrant de nombreux refuges sûrs pour l'ayatollah. Si les frappes échouaient à décapiter le régime, elles pouvaient au contraire renforcer le soutien populaire parmi ses partisans. Les Iraniens modérés, opposés à la République islamique, mais aussi à une intervention américaine, se sont unis contre l'agression étrangère. Pour l'instant, une intervention américaine semble écartée. Cependant, il faut souligner que Caroline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche, a affirmé que le président suivait la situation et que toutes les options étaient envisagées, pour traduire cela du langage de Washington. L'administration Trump précise que des frappes sont possibles si l'Iran ne respecte pas ses engagements. Il faut aussi rappeler que l'absence de frappes américaines n'exclut pas leur aide. Les responsables de l'administration avaient reconfié en privé aux partenaires du Golfe que l'objectif principal de Trump était de mettre fin aux tueries, et compte tenu du message de Téhéran indiquant que les exécutions étaient annulées et que les tueries avaient cessé. On pourrait dire que Trump a atteint ses objectifs, mais le manque d'informations rend difficile de savoir ce qui se passe réellement dans les prisons du régime. Même avec un moratoire sur les exécutions, cela réconfortera peu les Iraniens ayant vu des milliers de compatriotes mourir dans les rues et vivant sous un régime répressif. Fort de son succès récent, tout cela nous amène à notre dernière question, la plus urgente. Avec l'aide américaine écartée à court terme, une opposition divisée et les manifestations réprimées, quelle est la prochaine étape pour l'Iran ? Quelles sont les prochaines étapes pour les observateurs de l'Iran ? Les images actuelles du pays sont très familières. La nation a déjà connu des manifestations. Beaucoup pensent que cela ferait tomber le gouvernement des ayatollahs, mais il en est sorti renforcé. Chaque fois que cela s'est produit, le peuple iranien a attendu son heure avant de retourner dans la rue, parfois même des années plus tard. Et tous les signes indiquent que ce schéma va se répéter à un moment donné dans un avenir pas si lointain. Le peuple iranien va de nouveau manifester dans la rue.
Malgré les efforts du gouvernement, des signes montrent que les gens expriment encore leur mécontentement. Media Yanajad a dit à ABC que des slogans anti-régime étaient scandés aux fenêtres. Dans certains quartiers, des groupes de jeunes ont crié des slogans puis se sont enfuis à l'arrivée des forces de sécurité. Cela arrive car le gouvernement n'a pas traité les problèmes de fond ayant poussé les gens à manifester. Une monnaie affaiblie, pénurie d'eau, inflation galopante et une économie avançant difficilement sur 2 jambes cassées et des béquilles prêtes à céder. Puisque les sanctions sont toujours en place, le gouvernement ne semble pas avoir de solution facile pour sortir de ce pétrin. À moins que Téhéran ne cède sur son programme nucléaire, essentiel au régime, cela n'arrivera probablement pas bientôt. L'économie continuera donc sûrement à décliner. En octobre 2025, la Banque mondiale prévoyait une contraction de l'économie iranienne en 2025 et 2026, avec une inflation annuelle proche de 60%. Tous les ingrédients sont là pour une nouvelle vague de manifestations. William Spaniel, professeur associé à l'université de Pittsburgh, affirme que cela n'arrivera pas forcément. Je le cite. « Les autocraties persistent dans des environnements où les citoyens sont perpétuellement mécontents, mais vivent dans la peur de résister au gouvernement. En d'autres termes, les citoyens. La coordination des manifestations est rare et presque magique, et rien ne garantit que cela se reproduira. » Fin de citation. Le professeur Spaniel a peut-être raison, à court terme. La répression brutale a rappelé aux Iraniens à quel point il peut être dangereux de descendre dans la rue. Mais Michel Durand, chercheur à l'Institut Hudson, affirme que même si le régime survit, il perdra de son autorité. La République islamique a réprimé les manifestations, mais ne retrouvera pas sa légitimité perdue. Chaque vague successive de troubles depuis 2009 a réduit la capacité du régime à imposer sa volonté à la société tout en approfondissant la résistance populaire. Les manifestations de 2022 ont entraîné un mépris généralisé des lois sur le port du hijab. Cette vague laissera probablement son propre héritage, qui videra encore davantage de sa substance la revendication du gouvernement de représenter le peuple. Avec suffisamment de temps et de manifestations, la légitimité du régime pourrait être vidée à tel point qu'il ne restera plus rien. À ce moment-là, enfin, tout l'édifice pourri pourrait s'effondrer. Merci de votre attention.